Bienvenue dans cette capsule où on va traiter donc de l'exercice 15, page 174. Alors voilà, donc avant de commencer à schématiser la situation, il va falloir que l'on décrypte un petit peu l'énoncé. Et donc je vais surligner ici les points importants à relever afin de schématiser correctement la situation. Donc la distance D, la masse M, la hauteur petite l, la hauteur grand H, donc la hauteur petite l c'est la hauteur de la fenêtre, H c'est là où est située la fenêtre, justement là où commence la fenêtre. La vitesse VI qui fait un angle alpha par rapport à l'horizontale, c'est ce qui change du précédent exercice qu'on a vu. Et H, la hauteur où se situe l'objet qu'on va lancer, la pierre. Voilà, et donc du coup l'origine du repère se situe au niveau du sol, et l'axe est orienté vers le haut. Voilà, et on a ensuite ici les données de l'exercice. Donc nous pouvons commencer la schématisation. Alors tout d'abord donc les deux axes X et Y. Ici, alors, ça pourrait être Z dans certains exercices, faites attention, ici c'est Y. Donc la fenêtre se situe ici, elle a une hauteur égale à L, donc je crois que c'est 2 mètres. Ici, donc, Roméo est distant du bâtiment d'une distance petit d, et la fenêtre est située à une hauteur h du sol. Donc, par rapport à l'horizontale, ici, donc, Roméo a la pierre à une hauteur h, il la tient à une hauteur h du sol, et la vitesse initiale, VI, et fait un angle alpha par rapport donc à l'horizontale. Alors maintenant, nous allons déterminer son vecteur accélération dans le référentiel donc terrestre en appliquant la deuxième loi de Newton. Alors tout d'abord, on va procéder toujours de la même façon. La pierre, c'est le système. Nous avons aussi le référentiel, il est terrestre, supposé galiléen comme toujours. Ensuite, ici, donc, chute libre. Chute libre, ça veut dire que le bilan des forces sera égal à P. Il y a uniquement le poids, P. Attention de ne pas confondre d'ailleurs P, le poids grand P, et la quantité de mouvement petit p. C'est souvent l'erreur que vous faites. Ensuite, la seconde loi de Newton donc nous dit que dès l'instant que le bilan des forces est différent de 0, ben, la somme des forces extérieures sera égale à dp sur dt si la masse est constante, ce qui est le cas ici à nouveau, c'est égal à ma. Ensuite, ben, comme p, donc le poids, je répète bien le poids, ici on a la quantité de mouvement petit p et le grand P ici c'est le poids, donc le poids ici est égal à m fois petit g, donc ma est égal à la somme des forces extérieures, mg égale à la somme des forces extérieures, donc ma est égal à mg, et on peut simplifier par m de chaque côté. Alors une fois qu'on a dit que A est égal à G, maintenant où se trouve G? Alors G c'est le champ de pesanteur, il est donc sur la verticale, dirigé vers le bas, et donc du coup il suffit de dire que les composantes de A est égale aux composantes de G, donc AX est égal à 0, si on projette sur X, il n'y a rien, et si on projette sur Y, c'est G, comme il est vers le bas, on mettra donc ici le moins. Donc maintenant, pour montrer que les équations horaires sont les suivantes. Alors, donc la méthode est la suivante. Nous avons, grâce aux lois de Newton, déterminé A, en partant des sommes de forces extérieures est égale à MA. Alors maintenant, c'est ce qu'on va faire. On va donc, grâce à la relation A est égal à dV sur dt, déterminer V, et ensuite, une fois qu'on a V, on peut déterminer donc le vecteur position et ses composantes que sont les équations horaires du mouvement. Donc voilà la méthodologie que l'on va employer tout le temps pour à partir donc de la deuxième loi de Newton récupérer les équations horaires du mouvement. Alors on va commencer par utiliser la relation qui lie donc l'accélération et la vitesse, et ensuite on utilisera la relation qui lie la vitesse et le vecteur position. Donc commençons par déterminer les coordonnées du vecteur v. Donc A est égal à le vecteur donc accélération est égal à dv sur dt, au vecteur dv sur dt. Donc du coup, les coordonnées donc du vecteur v sont les primitives des coordonnées du vecteur A.
Donc on va intégrer les coordonnées de A pour déterminer celle de V. Donc étant donné que A c'est égal à 0 pour la composante sur X et moins G pour la composante sur Y, et bien si on l'intègre, ça veut dire que, comme on l'a vu en AP, on va chercher la fonction qui, si on la dérivait, donnait 0. Ah ben, la seule fonction qui, si on la dérive, donne 0, c'est une constante, que j'ai nommée C1. De même ici, quelle est la fonction qui peut donner une constante? C'est une fonction affine, donc moins GT plus C2. Donc il va falloir qu'on détermine C1 et C2 grâce aux conditions initiales. Revenons maintenant sur les conditions initiales. Alors nous avons ici le vecteur donc VI qui fait un angle alpha par rapport à l'horizontale. Alors si je veux donc les coordonnées de VI, ben je projette VI sur X et je projette ici aussi après VI sur Y. Alors si j'ai VI sur X, eh bien j'ai VI cos alpha, comme on l'a vu précédemment lors d'une séance d'AP. Et également ici, j'ai ici donc la composante sur Y, VI est égal à VI sinus alpha. On utilise simplement les relations de la trigonométrie. On obtient donc VI avec les composantes suivantes. Alors, repartons de l'expression générale de V. Donc Vx de t est égal à C1, Vy de t est égal à moins Gt plus C2. Servons-nous également donc des conditions initiales. Si ici donc C1 et C2 c'est donc des constantes, elles sont vraies à chaque instant. Donc nous allons voir ce qui se passe lorsque t égale à 0. Donc lorsque t égale à 0, on a ici V, vecteur V est égal à vecteur VI. Et donc du coup, ben, C1, ici, lorsque t égale à 0, ben, V de 0 est égal à C1, ben, c'est égal à VI cos alpha. Et ici, Vy de 0, c'est égal à moins G fois 0 plus C2, donc égal à C2, et donc C2 est égal à VI sinus alpha. On obtient donc l'expression générale de V ici. Il nous reste à déterminer maintenant les coordonnées du vecteur OM. Alors nous allons repartir donc de la relation entre la vitesse V et la dérivée de OM par rapport à dt. Donc de la même façon, les coordonnées du vecteur position, ce seront les primitives des coordonnées de vecteur vitesse, c'est-à-dire que l'on va intégrer la vitesse, les coordonnées de la vitesse, pour obtenir x et y. Alors, si v de x de t c'est vi cos alpha, donc ici une constante, et vy de t c'est moins gt plus vi sinus alpha, c'est-à-dire une fonction affine, eh bien nous obtenons donc le vecteur position, x de t est égal à vi cos alpha fois t plus c3, toujours une constante, donc à une constante près, et y de t c'est moins 1 demi de gt carré plus vi sinus alpha t plus, pareil, toujours une constante. Si nous dérivons x de t, on obtient ici une constante. D'accord, on a ici une fonction affine, donc du type a x plus b. Si on la dérive, on obtient bien ici une constante, et si on dérive une fonction d'ordre 2, on obtient bien une fonction d'ordre 1 ici. On a vu ce type d'intégration dans une séance d'AP. Donc pareil, pour déterminer C3 et C4, il va falloir qu'on utilise les conditions initiales de la position. Alors, quelles sont-elles ces conditions initiales de la position? Eh bien, le caillou se situe, tenu par Roméo, se situe ici. Donc, il se situe à t égale à 0, à x égale à 0, et à y0 est égal donc à h. Donc, grâce à ceci, nous pouvons déterminer OM0, donc OM0 on remplace t par 0, ici, et donc en remplaçant t par 0, on sait bien que ici nous avons x0 c'est égal à c3, c3 est égal donc à 0, et y0 est égal à c4, je remplace tout par 0, et donc c4 est égal à h. On obtient donc ici les équations horaires du mouvement dans cet exercice. Alors maintenant, il faut déduire de tout cela l'équation de la trajectoire de la pierre. Alors, ça veut dire qu'on doit exprimer y en fonction de t, donc on va éliminer le paramètre t.
Alors nous avons ici x, nous avons ici y, on va donc exprimer ici t en fonction de x, voilà, et le remplacer ici dans la relation, dans l'ordonnée, dans l'expression pardon de l'ordonnée. Et donc on va remplacer t par x sur vi cos alpha. Et lorsqu'on rencontre donc t carré, ben on met donc x sur vi cos alpha, le tout au carré. Et lorsqu'on l'a t ici, on remplace simplement par x vi cos alpha. Et maintenant, on peut simplifier en remarquant ici que sinus alpha sur cos alpha, c'est égal à tangente alpha. Alors, la question donc posée, est-ce que Roméo va atteindre la fenêtre? Donc, il va falloir voir ce qu'il se passe lorsqu'on est au niveau de la fenêtre. Donc, AD égale à 2 mètres. Donc reprenons ici toutes les valeurs donc, de l'énoncé. On reprend ici l'équation donc du mouvement, l'équation de la trajectoire. Et il suffit donc de remplacer maintenant, lorsque x égale à 2 mètres, rappelez-vous, nous avions donc dans notre schéma Roméo qui se situe à 2 mètres du bâtiment où était Juliette. On remplace x par 2. Et en faisant l'application numérique, attention à mettre votre calculatrice ici en degrés, non pas en radians, eh bien on trouve 4,7 mètres. Alors 4,7 mètres, on est bien situé entre donc 4,5 ici et 5,5, donc effectivement le caillou va frapper la fenêtre. Voilà, la pierre atteindra bien la fenêtre de Juliette.